Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Ça y est, le moment est venu. Je vous présente enfin mon coupé Mercedes 300 CE24. Je suis ravi de pouvoir vous tourner cette vidéo ce soir au coucher du soleil avec son magnifique bleu marine qui rayonne ici. Ça fait maintenant un an que je possède cette voiture. Ça fait plusieurs mois que vous l'avez vue sous forme de petites vidéos. Vous l'avez vu sur ma bannière de chaîne YouTube. Et cette fois-ci, enfin on y est. Je vous présente de manière complète mon coupé 300 CE24. Dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi avoir acheté cette voiture qui est mon premier vrai Youngtimer. Également sa provenance, mais aussi pourquoi je risque de m'en séparer dans pas bien longtemps. Restez bien parce que vous allez tout comprendre. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. Mais d'abord pour cette vidéo, j'ai plusieurs personnes à remercier parce qu'il y a plein de gens qui ont fait partie, qui ont contribué à ce projet W124. Donc je souhaiterais remercier pêle-mêle d'abord Tim, Thomas, Amir pour leurs conseils d'achat, leurs conseils mécaniques. Je souhaiterais également remercier Julien, Coralie et Bérénice qui ont fait un trio de choc. Pour nettoyer cette voiture en profondeur, on a passé beaucoup de temps. Ils y ont mis tout leur cœur, donc vraiment un grand merci à eux. Je remercie également Car Obsessed, je vous mets son Instagram ici, qui m'a aidé à importer cette voiture d'Espagne avec ses conseils, parce que oui, la voiture est espagnole, on y reviendra. Et comment ne pas citer aussi Nicolas, qui est venu un soir de semaine me fixer les plaques sur la voiture, alors que je venais la réceptionner à Perpignan, c'était une superbe soirée. Et enfin, et ce n'est pas sponsorisé, je tiens à remercier mon garagiste Sportec 83 dans le Var, parce qu'après des déboires et de mauvaises expériences avec d'autres garagistes, j'ai enfin trouvé un spécialiste Mercedes de confiance qui m'ont redonné foi dans les garagistes. Donc vraiment merci à eux, ils se sont super bien occupés de la voiture. W124, voilà un acronyme qui m'a fait rêver. C'était un type de voiture que je connaissais très bien puisque mon père avait son aîné, la W123, pendant plus de 12 ans. Donc on était déjà une famille Mercedes. Et lorsque j'ai commencé à pouvoir réfléchir à m'offrir ma première véritable voiture de collection, eh bien, ce n'est pas la W124 qui m'est venue en tête en premier. Et oui, car souvenez-vous, si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai failli, j'étais vraiment à deux doigts d'acheter une BMW 320i E36. Je vous mets le lien vers la vidéo. C'était une voiture qui me tenait fortement à cœur, l'authentique auto ultime, celle qui m'a fait démarrer cette aventure. Mais malheureusement, la vente ne s'est pas faite. Et c'est comme ça que, en regardant mon budget et puis en regardant un petit peu les autos qui existaient sur le marché avec du caractère, je me suis retourné vers la W124 puisque je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Mais c'est surtout en fait mon expérience de vie à Berlin qui a achevé de me convaincre d'acheter cette voiture. Si vous vous souvenez, en 2022, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, j'habitais à Berlin et dans mon quartier, la première voiture sur laquelle je suis tombé, c'était mes voisins qui avaient un magnifique break S124 vert clair. Et mine de rien, ça a planté une petite graine dans mon esprit, surtout que quelques jours plus tard, je découvrais qu'un autre de mes voisins roulait en 300 CE. Là aussi, on y était. C'est donc tout naturellement que lorsque l'opportunité BMW s'est envolée, je me suis tourné vers la W124 et j'ai commencé à chercher un coupé parce que c'était l'un de mes critères. Étant déjà possesseur d'une 406, je souhaitais avoir quelque chose de différent, d'un peu plus sportif. Bien sûr, je la voulais en boîte automatique parce que pour moi, une Mercedes, ça se déguste uniquement en boîte automatique. Et tant qu'à faire, vu que mon budget me le permettait, eh bien, j'ai choisi le moteur le plus puissant de la gamme, le 300 CE24. Donc autrement dit, c'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, 24 soupapes, qui se distingue de la version 300 CE simple à 12 soupapes.
Et il développe non pas 188 chevaux, mais sur celle-ci 220 chevaux. Donc j'avais quand même une proposition assez puissante, assez sportive, donc très séduisante. Et là a commencé une quête de plusieurs mois, puisque trouver un coupé W124 avec mes critères, ce n'était pas chose aisée. Alors d'abord je le voulais en phase, on va dire 1.2. Donc moi ce que j'appelle la phase 1.2, c'est qu'il a encore les clignotants orange et la belle calandre statutaire des débuts, mais il bénéficie déjà des rétroviseurs peints, tandis que les tout premiers coupés sortis en 87 avaient les rétros en plastique. Je vous passe bien sûr la volonté d'avoir une voiture en bel état, pas trop kilométrée, quoique sur une W124, c'était pas le critère principal, mais je souhaitais également avoir une couleur sympa. Et puis, alors là peut-être que certains ne me comprendront pas, mais je ne voulais pas d'intérieur cuir, ayant eu une mauvaise expérience dans ma région avec tantôt la chaleur, tantôt le froid glacial, eh bien je ne voulais pas de siège en cuir, je voulais un intérieur ou tissu ou velours. Et donc tous ces critères mis bout à bout ont fait que j'ai cherché dans toute l'Europe pour trouver le coupé W124 qui m'allait bien. Et voici celle qui a été l'heureuse élue. C'est une version 1992 que j'ai fait importer d'Espagne et qui affiche aujourd'hui 148 000 km. Alors ce bleu que vous voyez ici, donc on est sur une configuration assez originale, mine de rien, et très élégante. Donc il s'agit, parce que j'ai la petite brochure, du bleu foncé. C'est un bleu non métallisé, assez simple. Et comme sur toutes les Mercedes de cette époque, on a les bas de caisse qui sont un peu contrastés. Alors ici c'est plutôt au niveau de la texture que vraiment la couleur. Et vous voyez, on a ce contraste. Et il est repris à chaque fois dans toutes les couleurs. Vous avez un bas de caisse plus contrasté que la caisse. Quant à l'intérieur, il s'agit du tissu bleu avec le nouveau motif de tissu, donc je vais vous montrer ça tout de suite, qui est apparu avec cette espèce de phase 1.2. Je crois que c'est en 1990, donc un tissu comme ça avec des bandes verticales ici, un peu plus moderne que l'ancien tissu qui reprenait le motif façon W123. Et pour terminer au niveau de la configuration, il n'y a pas énormément d'options sur celle-ci. En Espagne, les voitures sont généralement un peu moins optionnées qu'elles peuvent l'être en Allemagne ou surtout en Suisse. Mais néanmoins, j'ai des options intéressantes et essentielles à mes yeux. Donc d'abord, j'ai la boîte automatique 5 rapports qui est apparue avec le coupé 300 CE24. Normalement, c'est une boîte soit manuelle 5 rapports, soit automatique 4. La boîte 5 automatique, c'est le meilleur des deux mondes. Ensuite, j'ai l'accoudoir central avant qui est repliable. Et la clim automatique, parce qu'on est en Espagne, donc forcément on investit dans la clim. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de toit ouvrant, il fait trop chaud en Espagne. Et pour le reste, ce sont simplement quelques petits détails que j'ai pas trop bien compris. On a par exemple la suppression des bus de lave-glace chauffantes. Pourquoi faire enlever ça? Ah si, et aussi j'ai le différentiel à glissement limité, ou en tout cas l'anti-patinage arrière ASD. Ah oui, un autre élément que j'ai oublié de vous mentionner, la mienne est équipée des jantes à 8 trous de la version Sportline, mais pourtant ce n'est pas une Sportline, puisque sinon on aurait le petit logo ici, le châssis rabaissé, etc. Et d'ailleurs elle ne figure pas au rang des codes options, et la roue de secours qui est dans le coffre montre les jantes traditionnelles plus pleines. Donc en fait c'est simplement un choix du précédent propriétaire, j'imagine, qui les a changées. Bon, moi j'ai décidé de les garder comme ça parce que ça lui va très bien. La W124, je pense que c'est l'une des Mercedes, si ce n'est la Mercedes la plus iconique. Un design incroyable signé de la main du grand, du majestueux Bruno Sacco qui est lancé en 1984 sur la berline. Et lorsque la berline est lancée, c'est une énorme innovation, un énorme step par rapport à la W123. Et même si son esthétique reste quand même assez carrée, assez années 80, eh bien en fait elle améliore grandement plein de points par rapport à la W123, à commencer par son CX de seulement 0,30. Et en effet, hein, si vous regardez un peu plus dans les détails et que vous comparez avec une W123, là par exemple, vous voyez la calandre, elle est presque affleurante avec le capot, les phares sont inclinés, on commence déjà à retrouver un design un peu plus arrondi, et puis sur des éléments comme le coffre à l'arrière, là aussi on a un espèce d'arrondi, vous voyez ici. Donc en fait c'est une ligne qui est très subtile, qui est très travaillée, parfaitement équilibrée, hein, là ça va sans dire, et surtout en coupé, moi je la trouve merveilleuse, notamment grâce à l'absence de montant central. Je vous ai baissé les vitres exprès pour cette présentation, parce que c'est là où la voiture est la plus fluide. On a bien sûr aussi, Mercedes oblige, des innovations de sécurité,
Donc toute la cellule d'habitacle est améliorée au niveau de l'absorption des chocs. On a, c'est écrit ici, l'ABS qui est monté en série, la possibilité d'avoir un airbag qui est apparu sur la classe S W126, et puis d'un point de vue comportement routier, un train arrière multibras assez sophistiqué qui permet à cette voiture une meilleure stabilité, une meilleure tenue de route et qui lui offre, sur le papier, d'après la brochure, des velléités sportives. Dans les faits, c'est pas une grande sportive, mais c'est bien une grande routière. La W124, c'est vraiment le cœur de la gamme Mercedes, c'est l'équivalent de la classe E aujourd'hui, c'est peut-être la Mercedes par excellence, et donc elle va bénéficier d'un programme tentaculaire avec de très nombreuses déclinaisons, versions, moteurs. Donc bien sûr, vous avez le coupé, nom de code C124, vous avez le cabriolet, nom de code A124, le break, nom de code S124, et puis la berline, W124, tout simplement. Et au total, avec ces très nombreux moteurs qui vont du petit 2 litres à carburateur, en passant par les diesels atmosphériques, turbo, moteurs 6 cylindres, les moteurs V8, parce que oui, il y a eu 2 V8 jusqu'à la 500e revue par Porsche, eh bien ce sont pas moins de 2 700 000 exemplaires qui ont été produits de donc 1985 à 1997 pour les tout derniers cabriolets. Et en ce qui concerne les coupés, donc ma voiture, ce qui nous intéresse, on estime qu'il y a eu environ 140 000 exemplaires produits. On a du mal à se lasser du style du coupé C124. Franchement, c'est d'abord dû, je pense, à ses proportions, au coup de génie de l'équipe de Bruno Sacco. Les proportions sont vraiment parfaites, je trouve. La voiture mesure 4,65 m pour 1,74 m de large. C'est quand même un beau bébé qui pèse au passage 1 tonne 480 dans cette déclinaison. Mais voilà, c'est une ligne extrêmement pure, parfaitement équilibrée, avec un long porte-à-faux arrière, une ligne de toit bien inclinée, et puis, on l'a dit, bien aidée par l'absence de montants latéraux. Et là, monter sur ces jantes 15 pouces, c'est vraiment un régal. Après aussi, il y a de nombreux détails sur la carrosserie qui sont iconiques et qui participent à la beauté de la voiture. J'ai envie de commencer par les phares arrière, parce que je trouve que ceux-ci, avec la découpe du coffre, sont parfaitement intégrés. Et bien sûr, ils incluent le désormais célèbre plissage anti-salissure. Donc là, on est bien dans les années 80, c'est vraiment prononcé. La ligne de coffre, on en a parlé tout à l'heure, mais elle est superbe. Le logo assez gros quand même pour une voiture de cette époque, mais c'est parfait. Le badge aussi, qui est très très long, puisque c'est la déclinaison au nom le plus long, avec, vous voyez, le tiret séparé. Et là, pour le coup, je trouve que le fait qu'elle ne soit pas débadgée, ça rajoute un petit côté chic à l'arrière. C'est pas de mauvais goût. Le dessin, bien qu'il ait beaucoup de personnalité, il reste assez classique. Il n'y a pas beaucoup de plis de carrosserie. C'est globalement assez plat. On a simplement cette ligne qui vient ceinturer l'ensemble de la caisse assez haut et qui d'ailleurs offre un pli à la trappe à essence juste en bas. Je suis assez étonné par ce gigantesque panneau de carrosserie parce que si vous regardez, il n'y a pas d'aile arrière. Donc en fait, de ici jusque sur tout le toit et jusqu'à la porte, c'est un panneau de carrosserie complet. Je ne veux pas savoir comment ça se passe en cas d'incident. Mais bref, voilà, une carrosserie sobre, mais reconnaissable, tout en élégance. Et je voudrais aussi insister sur quelques autres détails, par exemple ces poignées de porte. Sur le coupé W124, elles sont toutes simples, vous voyez, plates, avec un petit insert de chrome, et le reste c'est du plastique noir. Alors que sur la grande sœur, le coupé C126, eh bien, elles avaient reçu un traitement aérodynamique qui les rendait un peu moches. Donc je suis content que sur ma version, entre guillemets, on ait échappé à ces poignées-là. Ensuite, vous avez les également iconiques rétroviseurs asymétriques. Donc côté conducteur, on a quelque chose de rectangulaire et côté passager, quelque chose de carré. Alors honnêtement, c'est pas le plus beau détail. J'aurais bien aimé que le rétro passager soit lui aussi rectangulaire. Parce que pour le coup, d'un seul tenant comme ça, horizontal, bien rectangulaire, c'est très sympa. Et bien sûr, pour moi, ce que je préfère, c'est la face avant. L'énorme calandre Mercedes, le logo qui dépasse, les phares rectangulaires bien intégrés avec les clignotants orange. Je suis un partisan des clignotants orange par rapport aux clignotants blancs. Et puis un pare-choc qui n'intègre aucun anti-brouillard, simplement des légers plis en dessous de la grosse partie en plastique noir. Encore une fois, c'est pour moi, je trouve,
parfaitement équilibré. Et je vous parlais tout à l'heure de la phase 1.2, donc le mini premier restylage que a subi le coupé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il récupère des chromes par rapport à la toute première phase. Normalement, c'est l'inverse, hein. Dans les années 80-90, on passe du chrome vers le plastique noir. Et là, c'est l'inverse. Donc ici, c'est nouveau. On a une partie en chrome qui se prolonge également ici, sur ces panneaux latéraux. Et puis, autour des vitres, on gagne un cerclage. Alors, c'est pas vraiment du chrome, mais c'est du gris foncé anthracite, un poil chromé, qu'on a aussi autour de la vitre arrière. Alors que sur les tout premiers coupés, c'était une partie en plastique noir, en tout cas c'était noir. Autre détail aérodynamique et très joli, regardez la courbure du capot qui se voit très bien comme ça de profil afin de faire passer l'air par-dessus le pare-brise. Et le pare-brise au passage est lui-même bombé, c'est pas un pare-brise plat, donc le design est plus complexe dans les détails que ce qui n'y paraît. Et vous remarquez au passage le fameux essuie-glace monobalai dont la cinématique est assez sympathique et qui, d'après le catalogue d'époque, avait la meilleure surface de balayage de tout le marché. Je crois que c'était 86%. Ah, vraiment, c'est l'argument commercial un peu inutile, mais typiquement Mercedes. Je vais vous montrer ce que la belle a sous le capot. Et donc, pour y accéder, c'est plus facile que chez certains concurrents. La poignée est en rouge. Impossible de la rater. Et donc, on va aller ouvrir. La procédure est très simple. On a la petite tirette qui vient ici et ensuite il suffit de soulever et le capot tient tout seul, et ce malgré l'absence de vérin. Donc on a un ingénieux système de charnière. Et pour les connaisseurs Mercedes, si vous tirez sur cette petite manette et que vous débloquez ici, le capot peut se lever à 90 degrés, ce qui rend l'accessibilité mécanique bien meilleure que ce que vous voyez ici. Voici donc le moteur M104 qui a existé d'abord sur la version 300 CE24, une version produite uniquement entre 1989 et 1992 à environ 24 000 exemplaires. Donc il s'agit d'un 6 cylindres en ligne, on ne peut pas le manquer, hein, il est gigantesque. 3 litres de cylindrée, ou plutôt 2960 cm3 si on veut être précis. 220 chevaux à un peu plus de 6000 tours minute pour 265 Nm de couple. Pour être honnête avec vous, je trouve que c'est pas le plus beau moteur. Mercedes ne sont pas vraiment spécialistes, comparé par exemple à BMW. Mais il faut reconnaître qu'il y a un certain effort sur celui-ci, en particulier le 24 soupapes, parce que sur la 300 CE 12 soupapes, cette partie-là, il n'y a pas de logo Mercedes-Benz avec ce petit rajout ici. Donc là, c'est un poil plus sportif. Mais bon, ça reste quand même un moulin pas le plus agréable à l'œil. Ici, vous noterez qu'on a un gigantesque espace. C'est assez drôle, on se dit que peut-être un V8 aurait pu rentrer sous ce capot. Là, vous avez l'énorme boîte à air. Enfin, c'est une organisation un peu usine à gaz, hein. C'est pas le moteur le plus simple. Les données officielles indiquent en boîte automatique une vitesse de pointe de 232 km/h et un 0 à 100 abattu en 7,8 secondes. C'est franchement pas mal, sachant que c'est un coupé qui se veut plus bourgeois que sportif. Et donc ce moteur 24 soupapes, c'est surtout à l'usage qui va se révéler bien plus doux, bien plus velouté que véritablement hargneux. Mais ça, on va aller voir sur la route juste après. Et on ne va pas s'en priver, le bruit du claquement de capot, parce que c'est une Mercedes, donc bien métallique. Écoutez-moi ça. Parfait, comme il faut. À présent, place à l'intérieur de notre magnifique coupé. Avant de nous installer, parlons une seconde des sièges et de la couleur générale de l'intérieur, puisque le premier propriétaire a eu le bon goût de la choisir en bleu intégral. Donc tissu bleu, mais également moquette bleue, plastique bleu, joint de portière bleu. Tout est bleu ici, y compris l'extérieur. Et c'est ça aussi qui a participé à me faire craquer. Donc voici de très très beaux sièges, hein, qui ont un design bien classique mais parfait, qui vous maintiennent idéalement, qui sont extrêmement confortables. C'est vraiment un intérieur qui invite au voyage et dans lequel on va s'installer tout de suite. Le bruit de la portière aussi, très important sur une Mercedes. Les portières bénéficient d'un joli traitement. Donc on a cet accoudoir intégré, la poignée de maintien joliment galbée comme ça, qui est reprise un peu des W123. Ici, la poignée pour sortir est en chrome et on a cette belle baguette en ronce de noyer
ronces de noyer qui étaient d'ailleurs spécifiques à la 300 CE 24. Puis vous avez aussi des bacs de porte, bon, qui sont, il faut le dire, très très fins. Bienvenue à bord du coupé W124. L'atmosphère, d'abord, ça commence dans une Mercedes par l'odeur, que vous ne pouvez pas voir en vidéo bien sûr, mais l'odeur typique des Mercedes est présente. Une odeur un peu différente de la W123 de mon père, mais qui est quand même reconnaissable entre toutes. On se sent immédiatement à l'aise dans cet intérieur. Et si vous vous souvenez le nombre de vidéos où j'ai filmé des Mercedes et où je disais je me sens à la maison parce que je reconnaissais tous les éléments, eh bien voilà, vous avez l'explication. Cet intérieur est la quintessence même d'un intérieur Mercedes comme il se doit. Bien sûr, comme toute Mercedes qui se respecte, la qualité, l'indestructibilité sont de mise. Et donc tous les plastiques, tous les assemblages sont vraiment ultra solides. Ici, c'est quelque chose de bien moussé, le bois est parfaitement intégré, la coudoir, le poignet de maintien, tout est vraiment super solide. Ça, c'est du vrai chrome. Même les aérateurs sont un maniement qu'on sent indestructible. Et puis, les plastiques sont moussés, les formes sont étudiées pour que la voiture soit la plus sécuritaire possible en cas d'accident. Commençons par le poste de conduite. Donc, on a d'abord ce grand volant qui n'est pas le premier volant disponible sur les W124. Celui-ci est un petit peu modernisé puisque ma voiture est de 1992. Et chose spécifique au 300 CE24, il est gainé de cuir en série. Parce que sinon, vous connaissez Mercedes, vous connaissez les Allemands, c'était une option, tout comme d'ailleurs les vitres électriques, etc., etc. Mais le 300 CE24 a quand même un peu plus d'équipement sympathique en série. Les compteurs, c'est un modèle de lisibilité, la quintessence des compteurs Mercedes qui ont perduré pendant plusieurs décennies. Donc on a ici au centre un tachymètre gradué jusqu'à 260 km/h. Étant donné les 230 en vitesse de pointe, on n'est pas si loin sur cette voiture. Vous voyez le kilométrage, 148 000. À gauche, le petit bloc qui intègre le niveau d'essence, la température d'eau et la pression d'huile. À noter que ici, on a l'espace pour le petit indicateur de conduite économe. Alors je ne sais pas si c'est une question de pays, vu que la voiture est espagnole, ou une question d'époque, puisqu'on est en 92, mais il est absent sur celle-ci. Et à droite, vous retrouvez le compte-tours avec une horloge à aiguille, toute simple, et différents voyants en bas du bloc compteur. Et puisqu'on y est, regardez-moi la petite clé, typique elle aussi Mercedes. Et en plus de ça, là on a le logo du concessionnaire d'époque qui est basé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc la voiture est bénie, si jamais ça vous intéresse. Allez bref, démarrons le 600 lignes. Ça tourne rond. Je peux même vous allumer les phares pour voir le bel éclairage à l'ancienne du compteur, qui je trouve est très rassurant. Sur la gauche, même constat, c'est vraiment la maison entre guillemets pour moi. Donc les commandes de phare très solides sont à molette. Ici, réglage de la hauteur des phares. Et pour mettre les anti-brouillards qui sont intégrés au phare avant, il faut tirer. En dessous, vous avez la poignée du frein à main qui n'est pas un frein à main mais qui est un frein à pied. Donc on peut tirer ici, hop, et remettre. Et on a également un commodo unique puisque les phares sont là qui intègrent donc clignotant et les commandes d'essuie-glace. Et si vous vous demandez à quoi ressemble le klaxon, il faut mettre le contact. Le voici. Et en parlant de contact, j'ai activé et donc les bras de ceinture, les fameux, se sont réveillés pour nous apporter les ceintures de manière très gracieuse. Et si on attend un petit peu, ils vont se rétracter. Normalement, c'est au bout de 30 secondes sans les utiliser. Je peux vous le montrer de toute façon en coupant le contact. Voilà, les ceintures reviennent à leur place d'origine. Et autre détail à propos des ceintures, si j'ouvre la porte, vous voyez ici ce petit logo qui clignote qui vous indique de mettre la ceinture
façon avion des années 90. Je vous l'ai dit, la 300 CE24 a un bois spécifique, donc c'est la ronce de noyer, par opposition au bois Zebrano sur les versions plus basiques entre guillemets. Et ils ne sont pas avares en bois chez Mercedes. On a d'abord une baguette tout le long du tableau de bord et même à des endroits que vous ne pouvez pas voir, donc là derrière le volant et même là à gauche, c'est plutôt sympa. Sur les portes, on l'a vu. Et ensuite, tout le long de la console centrale jusque ici. Alors en parlant de la console centrale, bien sûr, chez Mercedes, à cette époque, c'est l'alignement de boutons ici qui va nous donner le nombre d'options. Comme vous le voyez, on n'en a pas beaucoup, on en a déjà discuté tout à l'heure. Donc là, c'est le dégivrage, recyclage de l'air, le bouton en marbre, on dirait tellement il est solide, des feux de détresse. Et puis là derrière, c'est une petite lumière bien agréable pour nos passagers. Par contre, on a bien l'option clim automatique, et ça vous le reconnaissez parce qu'il n'y a pas deux molettes comme sur les versions sans clim ou clim manuel. Ce sont simplement des boutons avec une molette unique. Donc en fait, cette molette, vous réglez la température désirée. Ensuite, vous choisissez votre programme, donc peut-être automatique. Et enfin, vous choisissez un peu votre orientation de souffle. C'est pas hyper clair, notamment parce qu'il y a un bouton écho. Mais bon, en gros, mettez auto, température, souffle écho ou souffle normal. Et vous allez avoir la température désirée. Je peux vous dire que c'est bien efficace, aussi bien pour le chaud que pour le froid. Malheureusement, je n'ai pas de poste d'origine, le fameux Becker Mexico ou Becker Grand Prix. Donc j'ai un poste moderne, mais qui me permet quand même de vous montrer l'antenne qui sort. Et ça, c'est vraiment la classe. En continuant, et vous le remarquez, c'est un design vraiment intelligent, ergonomique et surtout symétrique. Ça, j'aime beaucoup. On a en dessous le cendrier et puis le levier de la boîte, donc en option 5 vitesses. Alors comment on sait que c'est une boîte 5 vitesses? Eh bien parce qu'on a un petit 4 qui est ajouté ici. En fait, cette sélection-là, ça vous permet d'avoir seulement 4, 3 ou 2 rapports, ce qui permet de conduire sur différentes surfaces ou avoir une voiture un poil plus sportive éventuellement. Et on a par ailleurs 2 modes de conduite. Donc ici, le mode Eco. Et si on switch, on a le mode standard. Donc c'est censé passer les rapports un peu plus haut dans les tours pour avoir une conduite un poil plus agressive. Dans les faits, je trouve que ça change pas grand-chose. Ici, voiture espagnole, donc on a cette explication en espagnol pour comment mettre le frein à pied et la voiture en parking dans le bon ordre pour ne pas abîmer la boîte. Et ça, c'est un support aimanté pour mettre une petite icône parce que c'était vraiment quelque chose de commun en Espagne. Enfin, ces deux séries sur le 300 CE24, on a les 4 vitres électriques, des vitres sans montant qui se baissent magnifiquement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et on a également la commande de rétroviseur électrique. Simplement côté passager, attention, il ne faut pas rigoler non plus, parce que côté conducteur, c'est accessible, donc vous l'avez manuel. Mais côté passager, pour ne pas se pencher, Mercedes vous a permis de le régler à distance, c'est plutôt drôle. Et enfin, ici, avec ce petit personnage, le blocage des vitres arrière pour la protection enfant. Mais enfin, je ne vois pas trop comment un enfant pourrait passer à travers cette découpe. Pour le reste, quand c'est pas très optionné, ça fait un petit peu vide ici. Parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un accoudoir avec un rangement intégré en bois coulissant, ou alors c'était présent lorsqu'on avait un airbag passager pour compenser l'absence de boîte à gants. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. On a simplement ce bac avec de la moquette, mon petit boîte à chewing-gum Mercedes. Par contre, on a quand même l'accoudoir attaché au siège conducteur et rabattable. Donc ça, c'est une option qui est vraiment bienvenue parce que quand vous êtes posé comme ça, avec l'autre bras qui vient sur cet accoudoir-là et que vous tenez le volant par le bas, on peut cruiser pendant des centaines de kilomètres. Et donc côté passager, nous avons la boîte à gants, toute simple, avec intérieur velours, éclairage ici et des cup holders si jamais. Je vous déconseille, mais bon, pourquoi pas. Et cette planche de bord, au total, elle est quand même magnifique, il faut le reconnaître. Je ne suis pas objectif, mais bon, c'est l'effet, elle est superbe. Et elle est assez étroite dans le sens où elle n'est pas profonde, elle ne vient pas vers vous. On est très proche du pare-brise. Et en fait, pour atteindre les aérateurs, il faut vraiment se pencher. Mais ces formes sont absolument harmonieuses. Et encore une fois, sa finition, elle est impeccable. Alors bien sûr, on a vu un petit peu la brochure tout au long de cette vidéo. Donc c'est le catalogue que j'ai acheté en plus, qui lui est en français.
avec plein d'éléments, toutes les options disponibles, de très belles photos, des beaux textes avec Mercedes qui nous explique ses principes de qualité, de voitures qui gardent leur valeur, des principes de ne pas avoir des gadgets inutiles, bref, tout l'inverse des Mercedes d'aujourd'hui. Là par exemple on a la version Sportline, donc avec les jantes dont je vous ai parlé. Ici on voit qu'elle a un airbag, la boîte manuelle. Et j'ai également quelques papiers d'époque. Alors malheureusement les Espagnols ne sont pas très portés sur la paperasse, donc ils ont tendance à ne pas garder les factures, c'est dommage. Mais je peux quand même vous montrer ces papiers d'époque. Donc la carte grise en 2 parties par exemple, typique du marché espagnol, avec ici le petit logo du royaume. Et les tampons de contrôle technique, le ITV. Voilà. Et puis j'ai également un petit catalogue supplémentaire que j'ai acheté, qui est bien sympa, donc qui montre la gamme Mercedes de 1989 ou 90, si je dis pas de bêtises, toute la gamme, avec le coupé 126, la classe S, le break. Et là on voit que c'est encore la phase 1 du coupé, parce qu'on a les entourages de vitres noirs et l'absence de chrome. Et un dépliant avec une très belle photo. Vous voyez aussi les poignées de porte noires et les rétroviseurs noirs. Bref, ces 2 documents-là, ils vont parfaitement ensemble. Au niveau du plafonnier, je vous ai déjà mentionné le petit logo de la ceinture. On a une lumière ici avec possibilité de lumière de lecture. Des pare-soleil qui n'ont même pas de miroir de courtoisie conducteur. Ça, c'est un peu mesquin. Et côté passager, c'est pas éclairé. Donc c'est un peu dommage. Par contre, vous avez un 3e pare-soleil qui vient efficacement bloquer ce petit espace si jamais vous avez besoin spécifiquement de vous protéger à cet endroit. Vous le voyez, le plafonnier est nickel, il a parfaitement vieilli et il est gris. Donc en fait, c'est l'une des rares parties de la voiture intérieure qui n'est pas bleue. Plafonnier gris, là tout ça c'est bleu et sinon c'est le volant qui est noir et le levier de vitesse. Et pour le reste, c'est le bleu qui prédomine pour notre plus grand plaisir, même au niveau des moquettes. Pour passer aux places arrière, vous appuyez sur ce petit bouton et vous rabattez le siège. Et voici un espace. Et je peux vous dire que certains passagers que j'ai pu avoir en Blablacar, certains chanceux, m'ont dit qu'ils étaient encore mieux installés à l'arrière qu'à l'avant. Même si, sur la mienne, je n'ai pas l'option appuie-tête rabattable, ce qui est un peu regrettable. Nous voici. J'ai pas souvent l'habitude de m'asseoir à l'arrière dans cette voiture. Il faut reconnaître qu'on est très très bien. Donc la découpe de vitres un peu originale avec cette remontée et tout le système d'apport de ceinture. Mais quand les vitres sont baissées, la visibilité est parfaite. Mais même là, vous voyez, c'est quand même façon aquarium, on est très très bien. On a un mini accoudoir, une commande de vitre électrique individuelle. Au milieu, on a ce petit cendrier, un léger parement en bois et puis un accoudoir central qui est dans un espèce de velours. Et là, quand vous êtes comme ça installé, c'est vraiment des sièges qui sont creux, qui vous maintiennent bien. On pourrait faire la sieste. Et comme toute bonne Mercedes qui se respecte, sur la plage arrière, nous avons ici la trousse à pharmacie d'époque, donc qui est en allemand et en français et en anglais. Ils ne se sont pas embêtés à le faire en espagnol. Donc vous avez tous les éléments ici, elle n'a jamais été utilisée. Donc on a les compresses, les explications, la Croix-Rouge allemande, bref, ça n'a pas bougé et pour le coup c'est un détail authentique, je suis content de l'avoir gardé. Vous noterez aussi les enceintes Blaupunkt et curiosité du marché, j'imagine, espagnol, qui a sûrement été installé en aftermarket, peut-être chez le concessionnaire. On a un rideau pare-soleil, mais vous voyez la différente teinte de bleu, ça nous indique que c'était pas présent d'origine et pour cause, le pare-soleil d'origine, lui, il est électrique alors que celui-ci, il est manuel. Vous venez le coincer ici. Donc je pense que c'est quelque chose dû au fait qu'il y ait plus de chaleur et de soleil en Espagne. Je n'ai pas l'explication, mais il est présent. Ah oui, et puis un petit détail authentique dans ces jolies aumônières en velours. Je me suis acheté, pour me rappeler mes souvenirs allemands, une carte d'époque, vous voyez, DDR. Je crois que c'est la République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est. Carte d'époque qui montrait tout le pays, mais qui était encore divisé malheureusement par le mur. En tout cas, c'est un joli témoin. Autre point que j'ai oublié de vous signaler, c'est la fermeture centralisée pneumatique des portes. C'est un bruit très agréable, écoutez-moi ça. Au niveau du coffre, et regardez-moi au passage ces magnifiques réflexions
Ce coucher de soleil provençal comme c'est beau. Donc ça s'ouvre par ici. Bouton poussoir tout simple. Et voici. Donc bien sûr on retrouve toute la moquette bleue. Le thème est vraiment respecté jusqu'au bout. Donc, c'est un coffre très spacieux, assez profond, bien large avec notamment de grands creux dans les ailes pour ranger plein de choses comme mes petits microfibres ou bien la bâche. Un coffre qui affiche un volume de chargement de 480 litres. C'est bien confortable, parfait pour voyager. Le seuil de chargement est assez haut comparé au fond du coffre, mais comme la voiture est plutôt basse, il n'y a pas vraiment de difficulté et l'ouverture, bien que ce ne soit pas un haillon, est largement suffisante. Vous voyez ici le triangle à l'allemande installé directement et les fameuses charnières Mercedes. Donc là vraiment rien à signaler, c'est un coffre on ne peut plus classique, très utile et avec un bruit comme on les adore. Et nous voici en route avec l'énorme coupé, le cruiser par excellence made in Mercedes. Donc cette voiture, il faut bien le garder en tête, c'est une GT, c'est une voyageuse, ce n'est pas une voiture sportive, même si la 300 CE24 se voulait un peu plus agressive et qu'on a quand même de la puissance sous le capot. Donc là, on est sur des routes de campagne qui sont des routes faites pour rouler à 80, un essai à la tombée de la nuit. C'est vraiment son terrain de prédilection avec l'autoroute. Et donc ça me permet de vous dire, pendant que la voiture chauffe un petit peu, que le confort de suspension est extrêmement présent, extrêmement agréable. J'ai une Peugeot 406, vous le savez, qui est déjà une voiture très confortable avec des trains roulants assez sophistiqués. Là, on est 10 ans auparavant niveau conception et c'est encore mieux. C'est vraiment des trains roulants parfaits qui absorbent toutes les irrégularités de la chaussée tout en donnant l'impression d'avoir une suspension quand même ferme. Il n'y a pas trop de prise de roulis dans la voiture. C'est un confort idéal. Et sur les longs trajets, croyez-moi, ça fait la différence. Ensuite, un autre point qui est assez surprenant, qui m'a assez surpris quand j'ai acheté la voiture, c'est la direction qui est plutôt lourde. Moi j'ai l'habitude des Mercedes, typiquement la W123 de mon père qui est surassistée, que vous pouvez manier avec un doigt. Et bien là elle est quand même assez lourde, donc elle est assistée bien sûr, mais moins surassistée. Donc ça peut être plus agréable, parfois ça peut être un peu moins facile, mais bon, honnêtement, pour l'effet bateau de la voiture, c'est quand même plutôt rassurant. Le freinage quant à lui est très efficace. La pédale est assez dure avec une course courte, mais c'est un freinage franchement hyper mordant, qui a jamais d'inquiétude et bien sûr ce sont 4 disques présents sur la voiture. Tout invite la position avec les accoudoirs, le volant, tout invite à la conduite coolée. On a les instruments de bord éclairés de manière subtile. On n'a pas envie en fait d'aller à fond et de toute façon avec 1,5 tonne et une boîte automatique assez lente, il n'y a pas besoin de rouler à fond. Mais la voiture sait faire preuve d'agressivité avec un beau hurlement métallique. Alors vous le voyez, on tourne à la nuit tombée, mais je vous mets de jolis plans de coupe qui ont été filmés par mon ami Mathieu, merci encore à lui, histoire d'agrémenter un petit peu et de voir la voiture dans d'autres environnements. Je pense que vous m'en voudrez pas pour ce petit faux raccord. C'est vraiment comme ça, à vitesse stabilisée, on est à 80, même pas demi-tour minute, que la voiture se déguste. C'est facile à conduire, l'insonorisation est très bonne, vous l'entendez, là le moteur on n'entend rien du tout. Il y a très peu de bruit aérodynamique aussi, preuve que les ingénieurs ont bien fait leur travail en matière d'aéro. Et alors la boîte est d'une douceur exceptionnelle, on ne sent pas les rapports descendre, on les sent monter mais on ne les sent pas descendre. Et c'est sur un dos d'âne. Celui-ci il est quand même gros, c'est imperturbable. Mon bas du dos est parfaitement préservé et vraiment ces sièges ils sont incroyables. Si on accélère en écrasant la pédale, on a un kick-down et le moteur et là tout de suite ça change la donne. On atteint des vitesses assez élevées très rapidement.
Vous voyez le bruit, il est superbe, il est présent et ça pousse très fort. Honnêtement, les 7 secondes 8 de 0 à 100, ils les ont pas volés Mercedes. Et donc quand elle veut la voiture, elle a cette réponse. Il faut quand même attendre de bien presser la pédale à fond et que le kickdown se déclenche. La boîte a un petit peu de retard, c'est normal, hein, c'est une boîte qui a 30 ans. Mais faire un kickdown intermédiaire et ça repart. Hein. Et ça hurle jusqu'à 7000 tours minute. Mais tout en restant très confortable, jamais violent, jamais brise-nuque. C'est pas du tout l'objectif de la voiture, c'est simplement d'avoir une puissance un petit peu, un sentiment de puissance un peu infini pour être hyper à l'aise dans toutes les circonstances, notamment en reprise sur autoroute. Si vous vous souvenez, en introduction, je vous ai dit que je ne garderais pas la voiture longtemps. Et en fait, malgré mes louanges, je dois reconnaître que une voiture, certes très confortable, certes parfaite pour cruiser, finalement je trouve ça un petit peu ennuyeux. En fait, on a un peu vite fait le tour. Alors oui, elle est sublime. Oui, j'adore la regarder, je m'en lasse pas. Mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus agressif, un peu plus engageant, donc en fait d'une boîte manuelle. Et donc bien que j'ai profité de cette voiture, je pense que je vais pas tarder à la mettre en vente. Voilà. Donc c'est pas que je regrette mon achat, mais ça a vraiment été un achat coup de cœur en fait. W124, le plus gros 6 cylindres. Voilà, je voulais me faire plaisir aussi avec avoir moi aussi ma Mercedes pour rendre hommage à la nôtre qu'on n'a plus maintenant dans la famille. J'ai passé des très bons moments avec, je suis monté à Paris. Mais force est de constater que j'aimerais quelque chose d'un peu plus velu. Donc si la W124 me correspond bien, la prochaine, elle sera en boîte manuelle et plus puissante, rassurez-vous. Pourquoi j'aimerais aussi avoir une boîte manuelle, c'est qu'une boîte automatique un peu lente sur une voiture quand même puissante comme celle-ci, le souci c'est qu'il faut la cravacher à fond pour pouvoir profiter du bruit et pour pouvoir profiter de la poussée. Mais si on n'a pas ce rétrogradage, ce kickdown, on n'a pas vraiment cette poussée-là. Et c'est là aussi que je trouve ça un peu dommage. D'où ma volonté d'avoir une boîte manuelle qui vous permet de contrôler beaucoup plus. Et en fait, parfois, j'ai l'impression d'être dans une grosse américaine, en fait, parce que la moindre petite accélération, la voiture se câble légèrement. Il fait un gros bruit, surtout au démarrage, au feu rouge. C'est assez drôle. Alors, bien sûr, on a plus la rigueur allemande, la précision, du confort. Mais c'est cette sensation que la voiture me donne. Écoutez, voilà, c'était mes impressions de conduite sur la W124 que je connais maintenant très très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui est à la fois hyper attachante et à la fois un poil frustrante sur certaines de mes envies. Je continue d'en profiter, je continue d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Là, on a encore une belle portion de route où elle est vraiment souveraine. J'espère que ce petit tour vous a plu et je vous propose de conclure. Et c'est ici que s'achève cette présentation de mon coupé 300 CE24. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir été aussi patient pour attendre la sortie de cette vidéo, qu'enfin j'ai pu tourner. Je suis ravi d'avoir pu aller dans les détails et vous montrer tout ça. J'espère que la balade vous aura plu, j'espère que vous comprendrez également mes commentaires, ma position sur la voiture. En tout cas, c'est une superbe Mercedes. Je suis ravi d'avoir pu m'offrir une W124 pour mes 24 ans l'année dernière. C'était un beau symbole. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit like et surtout à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis, si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.